Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, le dialogue a été fructueux entre le ministre du Commerce et les boulangers. Ces derniers se disent satisfaits de la qualité des échanges. L'État leur a promis une révision prochaine du prix de la farine. Vous le verrez dans cette édition. Exclusion de 3 élèves au CM Boucotte Sud pour indiscipline. L'affaire défraie la chronique à Ziguinchor. Ils avaient abreuvé d'injures les membres du personnel de l'établissement. On vous explique tout. Les conditions de détention de migrants en Mauritanie suscitent de vives inquiétudes. Les migrants d'origine subsaharienne, dont plusieurs Sénégalais, situation qui inquiète les pêcheurs de Saint-Louis, une zone frontalière. Voilà pour les titres et tout de suite de développement. Pas de perturbation donc en vue dans la chaîne de distribution du pain. Le dialogue a été fructueux entre le ministre du Commerce et les boulangers. Aujourd'hui, ces derniers se disent satisfaits de la qualité des échanges. L'État leur a promis, selon ces boulangers, une révision prochaine du prix de la farine. Un plan triennal va être élaboré également pour apporter des solutions durables aux difficultés du secteur. Voyons tout cela avec Mamadou Fall. Du pain, il y en aura ce 18 et 19 mars où une grève des boulangers risquait de briser la chaîne de distribution. Les associations syndicales et le ministre du Commerce ont trouvé un accord à l'issue d'une rencontre ce lundi à Diamniadio. C'est bien passé, ça a été au-delà même de nos attentes. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Bon, il y aura une révision du prix de la farine, ça c'est vraiment important. La proposition sera faite au président de la République, c'est une promesse et on a vraiment espoir qu'avec les nouvelles autorités, les promesses seront tenues. Donc une révision d'au minimum 10% sur le prix, ça c'est 1 500 francs à 3 000 francs, donc c'est vraiment satisfaisant. L'exonération, les taxes douanières sur les intrants, la levure, les améliorants et tout ça. Mais ce qui est plus important aussi, il a eu à dégager un plan triennal, c'est vraiment important pour qu'on règle définitivement les problèmes. Ce ne sera plus des problèmes structurels, conjoncturels, mais des solutions structurelles. Engagés, les acteurs de la boulangerie se disent conscients du rôle que joue leur secteur dans ce pays. Nous sommes convaincus au niveau du regroupement des boulangers du Sénégal que le secteur de la boulangerie doit être un locomotive pour le développement du Sénégal. Nous ne devons pas être seulement des revendicateurs, des combats de revendication, mais comment élaborer des plans triennales ou quinquennales pour développer le secteur de la boulangerie. Et cette réunion s'est axée aujourd'hui dans cette approche. Une rencontre avec des promesses solides qui agréent l'Association des consommateurs du Sénégal. Un comité, surtout le comité, sera mis à pied pour prendre en charge les plaintes venant des acteurs. Et j'ose espérer, en tant que défenseur de consommateurs, comme à l'image de la Fédération nationale des boulangers et aussi de regroupement des boulangers authentiques qui ont pris l'engagement de ne pas aller en grève, je pense qu'aussi que les autres sont dans de bonnes dispositions pour arrêter la grève. Les acteurs très séduits du plan triennal dégagé par le ministre du Commerce. Ils croient désormais aux promesses faites par les nouvelles autorités. Merci Mamadou. L'autre grand titre de cette édition, les conditions de détention de migrants en Mauritanie qui suscitent de vives inquiétudes des migrants d'origine subsaharienne, dont plusieurs Sénégalais. Situation préoccupante pour les pêcheurs de Saint-Louis, une zone frontalière. Reportage Ousseynou Diop, Fabib Sek. Au quartier hydrobase de Saint-Louis, les pêcheurs préparent leur filet. Ils s'apprêtent à quitter le pays pour aller en campagne en Mauritanie. Mais certains d'entre eux sont déjà réticents de rallier le pays voisin à cause de l'arrestation et du rapatriement de certains pêcheurs sénégalais. Pour vous dire la vérité, je suis en train d'hésiter. Parce que c'est pas sûr. Je peux amener le matériel de pêche là-bas et je risque d'être arrêté. Donc c'est pas sûr d'aller à Nouakchott. Pour Baïsar, certains pêcheurs sénégalais ont été arrêtés et expulsés.
Il y a 4 jours, un de ses amis emprisonnés a été libéré. Il invite les deux États à discuter pour trouver des solutions. Nous, les Africains, on doit s'entraider. Nous ne sommes pas des Européens dans notre propre continent. Nous sommes des Africains. Et on doit être fiers de cela. C'est pourquoi je dénonce l'arrestation de nos camarades. Un de mes frères est rentré au Sénégal. On l'a arrêté, puis emprisonné avant de l'expulser. Il a passé 4 jours en prison. Au quartier Hydrobase, pêcheurs et acteurs du secteur plaident pour la préservation des relations de fraternité qui existent entre les deux pays. Vraiment, ce n'est pas du tout normal entre deux pays qui se respectent. Il y a beaucoup de Sénégalais dans les prisons mauritaniennes. Et on doit éviter cela, car nous formons un seul et unique pays. L'État doit aussi se prononcer sur cette affaire. Mais il faut aussi qu'on prône la paix entre les deux nations. Les deux présidents doivent se prononcer et parler à leur peuple. Dans la langue de Barbarie, les pêcheurs dénoncent l'arrestation et le rapatriement des pêcheurs en République islamique de Mauritanie. Ils réclament des négociations dans les plus brefs délais pour mettre fin à cette pratique. Venons-en à cette question qui défraie la chronique dans le monde scolaire à Ziguinchor. L'exclusion définitive de 3 élèves au CM Boucotte Sud pour indiscipline. Selon les élèves avaient abreuvé d'injures les membres du personnel de l'établissement. La direction de l'enseignement moyen secondaire général du ministère de l'Éducation nationale est en ampliataire avec le gouverneur de Ziguinchor. Explication Abdoubabacar Diassi. La décision de l'inspecteur d'académie de Ziguinchor est signée le 7 mars dernier. Elle a pris effet immédiatement avec ampliation à la direction de l'enseignement moyen secondaire général, au gouverneur de Ziguinchor, à l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Ziguinchor, entre autres. Cette décision porte exclusion définitive de 3 élèves du collège d'enseignement moyen Boucotte Sud. Il s'agit de 3 élèves de la 3e C. Selon la décision, les élèves A. Ndiaye, né en 2007 à Ziguinchor, E. Badiane, né en 2009 à Ziguinchor, et I. Diata, né en 2009 à Ziguinchor, sont exclus pour indiscipline caractérisée et insultes à l'encontre des membres du personnel du CM. Au visage de cette décision de l'inspecteur d'académie de Ziguinchor, un rapport du principal du CM, mais aussi la délibération du conseil de discipline du CM Boucotte Sud de Ziguinchor en sa séance du 24 février 2025. La bonne nouvelle dans le secteur de l'enseignement supérieur, c'est la signature du décret portant revalorisation des pensions de retraite au profit des orphelins, veuves et veufs. Le SAES salue l'ouverture d'esprit du président de la République. Voici David Célestin Faye. Et comme vous le savez, il a été signé le 7 mars et c'est un décret qui rétablit une injustice. D'ailleurs, je dois dire qu'en fait, c'est dans le protocole d'accord du 6 janvier 2023 que ce protocole figurait. Et il était déjà passé en conseil des ministres le 28 février 2024. Malheureusement, on nous avait dit qu'il avait été perdu et nous attendions depuis 10 mois que cela puisse être réintroduit, comme l'avait dit le gouvernement, et c'est finalement 1 an après que cela a été fait. Nous voudrions quand même remercier le président de la République, le Premier ministre et le ministre de l'Enseignement supérieur qui sont investis pour que finalement justice soit rendue à toutes ces familles-là, des veuves, des veufs et des orphelins qui ont été laissés en rade pendant plus de 5 années. Et donc nous réaffirmons quelque part notre disponibilité. C'est vrai, il y a des points du protocole d'accord qui n'ont pas été mis en œuvre, mais je pense aujourd'hui le plus important pour le syndicat, c'est que le gouvernement continue le dialogue sur ces différents points. Et ces points, c'est des points qui concernent les conditions de vie et de travail dans l'enseignement supérieur. Ce ne sont pas pour les enseignants, mais c'est demander des salles décentes, un nombre de salles suffisant pour accueillir les étudiants, demander un taux d'encadrement acceptable, recruter des enseignants, bien sûr, pour accompagner les étudiants, mais aussi des budgets qui puissent couvrir toutes les dépenses pédagogiques, de personnel, de recherche. Et donc, ce que nous demandons, c'est des points qui étaient consignés dans un protocole d'accord. Nous sommes ouverts, disponibles au dialogue, en tout cas, œuvrer à ce que ces points-là soient résolus pour justement assurer à l'enseignement supérieur la stabilité qui lui permettra de trouver l'université que l'on avait. Le syndicat autonome des enseignants du supérieur qui a fêté 4 décennies et qui a rendu hommage à cette occasion aux membres fondateurs. Un panel a été organisé ce matin à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, compte rendu Alassane Ba, Thierno Laurent Mendy. Né à la suite des contradictions au sein du Sud-Est, le SAES a su s'imposer au bout de 40 années d'existence comme un syndicat autonome de référence. Des acquis obtenus grâce à des principes que les membres se sont fixés. On ne l'a pas dit tout à l'heure, peut-être par courtoisie ou bien par pudeur, mais tout le monde sait que en fait, ce qui a fait éclater réellement le Sud-Est, c'est vraiment des questions politiques.
en fait, des tendances du contrôle d'une partie par le PIT, notamment l'autre par la LDNPT. Bon, en gros, et que le SAES, les pères fondateurs, ne se trouvaient pas dans ça. Non seulement pour être dans la ligne autonomiste, mais également pour prendre de façon spécifique les revendications qui portent sur l'enseignement supérieur. Et je pense que c'est dans ce contexte-là que le SAES est né et a connu donc une histoire que nous sommes en train de raconter. Ils ont eu chacun à diriger le syndicat, un syndicat qui a eu 9 SG depuis sa création. Et pour Ababakar Sadikh Ndiaye, l'élection des doyens de faculté, l'indemnité spéciale recherche-formation sont autant d'acquis qui ont eu à le marquer. Jusqu'au début des années 2000, pratiquement, si je ne m'abuse, les doyens étaient encore nommés par des accointances justement politiques. Quand on n'était pas membre du PS, ou bien en tout cas apparenté au PS, on ne pouvait pas être doyen. Il y a eu évidemment d'autres combats qui étaient plutôt pour la reconnaissance de notre spécificité en tant que enseignant-chercheur, qui nous a fait mettre en place l'indemnité spéciale recherche-formation. Si vous prenez donc le bulletin de salaire du SAES, chaque ligne que vous prenez a été l'objet d'une lutte acharnée. Ça veut dire que donc pendant 40 ans, le syndicat autonome d'enseignement supérieur s'est évertué à se battre. Donc rien ne nous a été donné gratuitement. Il y a encore de nombreux défis à relever et pour eux, le gros chantier, c'est le recrutement d'enseignants. Parce que ça, quand même, il y a une grosse part qui est en train de partir à la retraite. Moi-même, dans 2 ans, mine de rien, je parle. Donc il y a vraiment un lot important qui part à la retraite et qui n'est non seulement pas remplacé, mais surtout je crois qu'il y a, comme je le disais à un moment donné, déjà en 2010, c'est ça, il faut le dire, avec nos amis du Sud-Est du supérieur, qui parlaient de plan Marshall pour l'enseignement supérieur. Le gouvernement, de façon générale, devait recruter chaque année 500 enseignants-chercheurs, ce qui n'a jamais été fait. 40 années d'abnégation, de sacrifice, le SAES rend hommage aux membres fondateurs. Et pour perpétuer le legs des anciens, Ababakar Sadikh Ndiaye invite les plus jeunes à se mobiliser davantage pour préserver leurs intérêts et bâtir un enseignement supérieur de qualité. Merci Alassane. 103 chauffeurs licenciés aux industries chimiques du Sénégal, ICS Mboro, pour un motif arbitraire selon eux. Explication dans ce reportage, Charente Diop et Latir. Plus de 100 chauffeurs des ICS ont été licenciés, un coup dur pour ces pères de famille. C'est inhumain et inacceptable. Nous sommes ici aujourd'hui pour dénoncer une grave injustice qui a frappé plus de 100 chauffeurs des ICS. Ces travailleurs ont été licenciés brutalement après avoir réclamé des équipements de protection individuelle. Dans cette zone hautement toxique, exposée à des produits chimiques nocifs, 5 ans à risquer leur santé. Le syndicat des routiers, complètement dépassé par cette décision, demande la réparation de cette injustice. Ces chauffeurs sont fait 5 ans de travail pour les ICS sans aucun contrat, sans protection sociale, sans assurance maladie et sans IPM. Pourtant, l'article L42 et L45 du Code du travail est clair. Plus de 3 mois sans avoir un contrat, ça c'est bafoué l'article L42 et L43 du Code du travail. Exposé à des produits chimiques nocifs, 5 ans à risquer leur santé. Regardez, tous ces documents, c'est des chauffeurs qui ont été ici à l'ICS, qui ont atteint des maladies pulmonaires, d'autres sont atteints de maladies graves. Nous interpellons les autorités de ce pays par le biais de son inspection du travail de Thiès et même le ministre du Travail et même le sous-préfet, parce que le licenciement est encadré, le travail est encadré. Au-delà de cette alerte, les syndicalistes comptent poursuivre la bataille jusqu'à obtenir gain de cause. Les autoroutes du Sénégal ont besoin d'un système de péréquation pour une meilleure gestion des infrastructures, annonce de son directeur général qui recevait les députés de la commission des infrastructures et des transports. Voici Ibrahima Sall avec Dissa Prera. De l'article 277 du Code de la famille, seul le père jouit de la puissance paternelle durant le mariage. Quant à la femme, c'est en cas de divorce qu'elle acquiert le même droit selon l'article 278 ou dans une situation de séparation de corps. Mais le problème surgit quand il y a divergence entre les deux conjoints.
Les femmes qui sont dans le mariage, quand tu dois faire les cartes d'identité, le passeport et voyager avec tes enfants, on te dit le papa il doit signer l'autorité parentale. Jusqu'ici, tout ça nous va bien parce que nous sommes dans un couple, nous sommes mariés sans problème. Par contre, il y a des femmes qui quittent le Sénégal, qui vont dans la diaspora, qui ont fait le mariage coutumier et dans la diaspora, elles sont considérées comme en concubinage. Et ceci, quand tu as besoin d'aller faire les démarches, tu ne peux pas. Des femmes qui sont parties à l'étranger avec leurs enfants, laissant le papa parce qu'ils sont séparés, si elle a besoin de faire les démarches administratives, elle est face à tous les problèmes du monde pour ne serait-ce avoir juste ce petit papier-là. L'article 277 nous dit que dans le cadre du couple, c'est conjointement exercé, partagé par le père ou la mère, et que dans le cadre d'un mariage, c'est le père qui l'exerce conformément à son statut de chef de la famille que la même loi lui donne. Maintenant, l'exercice de cette prérogative par le père est encadré par la loi. Si l'exercice ne se fait pas dans l'intérêt de l'enfant, la mère peut saisir le tribunal qui, par ordonnance, peut donner même cette prérogative à la mère. Même le procureur de la République peut saisir le juge pour que... qui a eu l'aval. Vous avez rectifié de vous-même, il s'agit plutôt du sujet relatif à la question écrite sur l'autorité parentale, l'autorité particulière de la femme divorcée sur les enfants qui préoccupe la députée de la diaspora Fatou Cissé Diop, auteur de cette question écrite. Je vous le disais tantôt, les autoroutes du Sénégal ont besoin d'un système de péréquation pour une meilleure gestion des infrastructures. Annonce faite du directeur général des ADS qui recevait les députés de la commission des infrastructures et des transports. Voici Ibrahim Assal avec Dissa Prera. Pour l'État du Sénégal et de plus en plus ce qu'il faut préciser, c'est que les sections d'autoroute les plus rentables sont déjà construites ou sont en cours de construction. Donc pour le développement des autoroutes, ça va nécessiter en fait des stratégies pour pouvoir trouver les ressources qu'il faut. Parce que ce sont des sections d'autoroute qui auront beaucoup moins de trafic que les sections qui sont déjà en cours d'exploitation. Et dans ce sens-là, il va falloir trouver peut-être un système de péréquation. Alors, petit souci technique avec la machine. La direction de la prévention et de la gestion des inondations a organisé ce lundi un atelier de formation des acteurs communautaires. L'objectif, c'est de sensibiliser les populations sur les risques d'inondation. Écoutons Amidou Konaté avec Dissa Prera. Nous avons aussi développé une modélisation qui montre vraiment les retours de pluie sur des périodes de 10 ans, de 30 ans, de 50 ans, de 100 ans et de 1000 ans. Et donc tout ce travail-là que nous avons développé, nous l'avons partagé avec les différentes structures, les services dédiés. Mais nous nous sommes dit qu'il faut aussi porter cette connaissance à l'endroit des communautés. Donc d'où l'idée de cet atelier-là, de les renforcer en capacité pour que le message aussi soit transmis au niveau des populations qui sont les principaux bénéficiaires de cette activité. Donc, dans le cadre de l'étude aussi, nous avons acquis un modèle numérique de terrain avec une précision de 2 mètres. Donc, ce qui nous a permis de faire une analyse du risque au niveau national. Donc, cette analyse a montré qu'il y avait 29 sites qui sont les plus exposés au risque d'inondation. Et à la suite de ça, nous avons fait une classification pour voir quels sont les sites les plus exposés dans ces 29. Il en est ressorti 7, et parmi ces 7, il y a la zone qu'on appelle le Grand Dakar, qui va de Dakar, Thiès à Joal, la zone de Touba, Diourbel. À la suite de ça, non seulement il y a les cartes qui ont été développées, mais il y a une application également, Moïtumbondo, qui a été mise en place et qui permet, par exemple, si vous allez sur ces sites qui sont couverts déjà, que je viens d'indiquer, de vous dire exactement si le site est exposé au risque, ou quel est le niveau de risque. S'il y a un risque qui est moins élevé, des conseils sont prodigués pour vous demander vraiment de prendre en compte le ruissellement des eaux pluviales dans l'aménagement de cet espace-là. En sport, football éliminatoire mondial 2026, Pape Thiaw, le sélectionneur, a publié sa liste. Il a dû faire avec une cascade de blessures. Le point avec Mamadou Ndiaye. Un coup dur pour les Lions du Sénégal.
À quelques jours de leur prochaine rencontre des éliminatoires du Mondial 2026, une vague de blessures frappe la sélection sénégalaise. Des absences qui posent question sur la capacité de l'équipe à maintenir son niveau face à ses adversaires. Effectivement, c'est une situation difficile pour Pape Thiaw en ce moment avec cette cascade de blessés. Ce n'est pas idéal en tout cas pour lancer cette nouvelle aventure avec cette sélection. Il vient à peine de signer son contrat en tant qu'entraîneur sélectionneur titulaire. Ce n'est plus l'intérimaire. Démarrer par autant de blessés et des blessés importants quand même à certains postes. Oui, mais moi je trouve qu'il faut relativiser qu'il y a certains de ces blessés quand même qui n'étaient pas forcément des titulaires en puissance. Je pense à Nicolas Jackson par exemple, qui je trouve qu'il est relégué peut-être à la 2e ou 3e place des premiers choix pour le poste d'attaquant de pointe. À la place, il y a clairement Boulaye Dia et lui, il est en plutôt forme, il marque des buts avec la Lazio de Rome, que ce soit en Europa League ou même en Serie A. Un autre cas, je pense à Ismail Jakobski. Ces derniers temps, quand même, ne vient pas en sélection à cause de nombreuses blessures avec son club Galatasaray. On peut encore également citer Abdallah Sima, qui est clairement pas un choix prépondérant en tout cas pour l'équipe nationale en ce qui concerne les titulaires. Donc c'est plus au poste d'arrière gauche, justement avec la blessure de Malick Diouf qui quand même prenait l'ascendant pour commencer à s'installer confortablement comme un titulaire en puissance sur le côté gauche. Sa blessure est vraiment problématique. Au milieu de terrain, Habib Diarra, qui a marqué les 3 derniers buts de l'équipe nationale lors des rendez-vous du mois de novembre, va beaucoup manquer. Mais il y avait déjà une sacrée concurrence au milieu de terrain. Mais avoir déjà Lamine Camara, Pape Gueye, Gana Gueye comme 3 milieux titulaires, des joueurs qui sont plutôt en forme, et avoir même un Pape Matar Sarr qui a marqué ce week-end, qui va certainement être sur le banc. Je pense qu'au milieu, il y a de quoi faire. En attaque également, comme je le disais, vous avez Sadio Mané, vous avez Ismaïla Sarr qui est sur une bonne dynamique, auteur d'un doublé il y a une dizaine de jours en championnat, et buteur également ce week-end, unique buteur de Crystal Palace. Je pense qu'on a quand même de quoi faire. On joue face au Soudan, on ne joue pas face à l'Égypte, on joue face au Togo, on ne joue pas face à la Côte d'Ivoire. Donc je pense que le Sénégal a de quoi faire. Pape Thiaw a de quoi faire avec des solutions internes, des joueurs capables de jouer à plusieurs postes. Je pense à Abdou Diallo par exemple qui pourrait dépanner sur le côté gauche. Il l'a déjà fait sous Aliou Cissé, il peut le faire de nouveau. Au milieu de terrain, comme je l'ai dit, il y a de quoi faire. Peut-être le cas le plus inquiétant, c'est un forfait éventuel de Edouard Mendy. Mais pour l'instant, il est incertain, donc je reste optimiste en espérant voir le gardien défendre les buts. Avec une attaque diminuée, un milieu de terrain amputé et une défense fragilisée, comment Pape Thiaw va-t-il réorganiser son équipe? Alors Mamad, ce qui nous arrive aujourd'hui dans la tanière avec cette cascade de blessés, bon, ça fait peur. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut être confiant pour la suite. Hein. Donc, pour moi, aujourd'hui, il y a énormément de joueurs sénégalais qui frappent à la porte. En plus de ça, il y avait les titulaires et il y a des remplaçants. Et il y a d'autres même qui viennent maintenant pour rejoindre la tanière. Donc, c'est l'occasion pour le sélectionneur aussi de pouvoir tester certains et de voir vraiment s'ils ont vraiment le niveau de jeu pour les compétitions internationales, parce que ça aussi c'est quelque chose. Et donc de ce fait, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. On a des joueurs aujourd'hui partout dans le monde qui sont capables d'être remplacés partout. Les cadres, on peut les remplacer à tout moment. Il y a des garçons qui sont aujourd'hui en âge de pouvoir tenir ce rôle de cadre même, parce que pour certains, ils ont 20 ans, 21 ans, 22 ans, 24 ou 25, mais qui ont déjà un bon parcours en équipe nationale. Donc, pour moi, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Hein. C'est vrai, c'est dommage de voir des joueurs se blesser en cours de saison. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut espérer et croiser les doigts pour pouvoir les récupérer pendant la Coupe d'Afrique et plutôt après les matchs d'éliminatoire de la Coupe du Monde. Je pense que pour moi, aujourd'hui, c'est ça le plus important.
c'est de voir d'autres donner la possibilité à des garçons de pouvoir jouer des matchs, de vraies compétitions, et à partir de ce moment, on pourra vraiment juger la qualité de tous ceux qui frappent à la porte. C'est une bonne opportunité pour Pape en tant que nouveau sélection qui vient d'être confirmé, mais pour la suite, je pense qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. On a tous en vue la Coupe d'Afrique comme notre participation en Coupe du Monde. Donc, il faut avoir une bonne palette de joueurs capables d'être remplacés à tout moment. Alors que les échéances approchent, le Sénégal doit trouver des solutions pour pallier ses absences. La qualification pour le Mondial 2026 est en jeu et ces matchs seront un véritable test pour Pape Thiaw et son groupe. Reste à savoir si cette hécatombe sera un frein ou une opportunité de relever une nouvelle génération de lions. Au plan local football, des discussions s'imposent entre le ministère et les instances. C'est l'avis de Djibril Ouad, le président de la Ligue sénégalaise de football professionnel, suite à la décision, vous le savez, du ministère d'arrêter les subventions aux clubs sénégalais engagés en Afrique. Reportage Cher Sadibou Diarra. Le football sénégalais n'est pas encore prêt à se départir de l'État. La Fédération sénégalaise de football et la Ligue professionnelle ne peuvent pas tout gérer. C'est la Fédération sénégalaise de football qui subventionne les clubs, qui prend en charge les titres de voyage des officiels et les frais des officiels. Que le ministère se lève pour dire qu'ils ne prennent plus les titres de voyage pour les clubs et qu'ils disent que, selon la nouvelle orientation budgétaire, c'est ce qui est écrit dans la lettre, ils prennent en charge les équipes nationales. Il faut savoir que le ministère, au niveau du football, ne prend en charge que l'équipe nationale A. Mais s'il prend en charge l'équipe nationale A, plus l'équipe nationale locale, plus l'équipe nationale féminine, plus le beach soccer, plus l'équipe nationale U20 et l'équipe nationale U17, mais ça, nous, Fédération Football, nous abusons des deux mains. Je pense que la Fédération et la Ligue pourraient prendre en charge les clubs en compétition interclub. Mais maintenant, il ne faut pas qu'on revienne demain pour nous dire qu'on ne prend pas en charge l'équipe nationale junior ou bien l'équipe nationale locale. La participation des clubs sénégalais aux compétitions interclubs africains, un acquis qui requiert les efforts de toutes les parties. Si le Sénégal reste 1 an ou 2 ans sans compétir en compétition interclub, là on risque d'avoir des sanctions au niveau de la CAF, ça c'est sûr. Quel que soit Alpha, je ne pense pas qu'on puisse aller jusque là-bas. Hein. Si l'État a des difficultés, il faut savoir qu'aussi, c'est nous qui avons fait le stade, qui sommes en train de faire le stade des Mondiaux. Et ça c'est du domaine de l'État. C'est nous qui avons fait le stade Ladior. C'est nous qui avons fait le stade Maniang Soumaré. C'est nous qui avons fait le stade Kédougou, c'est nous qui avons fait le stade de Sédhiou. Et ça, on l'a fait au détriment des clubs. Parce que cet argent-là devait servir à donner ça aux clubs. Le financement des clubs, l'envol du football professionnel, l'État, le seul garant pour le moment. Parce que la Ligue n'a pas de droit de télé. Et une Ligue sans droit de télé, un football professionnel sans droit de télé, ce n'est pas un football professionnel. Et aujourd'hui, la Ligue professionnelle a besoin de l'accompagnement de l'État, comme de l'accompagnement de la Fédération. Dans tous les pays où le football professionnel s'est développé, l'État a mis la main à la poche et l'État aussi a jeté les bases. Mais c'est l'État qui débloque de l'argent. Et je pense aujourd'hui, s'il nous lâche, écoute, c'est pratiquement 1500 emplois que l'on perd. Donc aujourd'hui, l'État doit aider les clubs. L'État ne le fait pas. L'État n'aide que les clubs qui sont champions et qui représentent le Sénégal en Afrique. Si l'État dit qu'il ne peut pas le faire, mais asseyons-nous sur une table, parlons. Et maintenant, essayons de trouver des solutions. Le développement et l'indépendance du football au Sénégal n'est pas encore dans le domaine du possible. L'État est toujours attendu sur plusieurs fronts pour garder un certain prestige. Merci cher. Et concernant la liste de Pape Thiaw, elle sera publiée le 13 mars prochain à partir de 11h. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TFM. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.